laissez-moi de ce qu'on vous présenter à quel titre j'interviens. Je préside un petit think tank basé à Paris, le Cercle Iran Économie, qui se consacre avant tout à l'économie et l'industrie iranienne. J'ai vécu en Iran avant la révolution, quand j'étais en culotte courte, et puis j'étais président du groupe Alstom entre Sou Khatemi et Ahmadinejad de 2003 à 2010. Et je dirige actuellement un cabinet de conseil en management qui travaille uniquement sur l'Iran pour les entreprises occidentales. Nous avons vu, à partir de janvier, depuis le 16 janvier, qui était la signature ou la date de mise en œuvre de l'accord JCPOA, donc du 5+1 avec l'Iran, et nous avons vu beaucoup d'activités, parfois avec un petit peu de précipitation. Nous avons vu en France et en Italie la visite du président Rouhani, avec la signature de plusieurs dizaines de milliers de MOU, donc de lettres d'intention, mais qui ne sont pas des contrats fermes. Et donc, il reste des obstacles à surmonter pour les transformer en contrats. Et on va toucher, je pense, ce sujet ce matin. Je pense ce qui est important à noter, c'est que l'Iran n'est pas un territoire vierge, comme peut témoigner tous les grands groupes occidentaux présents en Iran jusqu'à 2009, où les sanctions ont réellement commencé de prendre effet. Je pense qu'il faut garder ça en tête dans la façon que vous pouvez approcher le marché iranien. Ce matin, je vais vous présenter brièvement l'économie iranienne récente, comment l'économie a traversé les sanctions et dans quel état il se trouve aujourd'hui. J'aimerais vous parler un petit peu de l'industrie iranienne et son niveau technologique, pour vous faire comprendre que c'est avec des véritables partenaires industriels et commerciaux que vous allez dialoguer en Iran. Et en conclusion, j'essaierai de donner une idée en synthèse des opportunités et des risques. Donc, sans parler... Voilà. Regardons l'économie. L'Iran donc a traversé une grande crise avec une chute de la valeur de la rial de 80%. A perdu les 4/5, les 3/4 de sa valeur en 2012-2013. Et ceci était associé avec une inflation de l'ordre de, pendant 2012 et 2013 d'environ 50% par an, ce qui correspond à un doublement sur ces 2 années. Et c'est ce que j'attendais de voir quand je suis allé en Iran début 2014. Mais sur certaines choses très simples comme le pain, la viande, les fruits, les prix de taxi, j'ai vu des prix multipliés par 6 ou 8. Donc, c'était une grande crise pour la classe moyenne. Lors de cette crise et le fait des sanctions, en particulier les sanctions européennes, on a vu une chute de la production pétrolière d'environ un tiers. En volume. Et en exportation pétrolière, ça a donné, cumulé avec le fait de la chute de la valeur du baril, à une chute d'environ 120 milliards de dollars, à moitié, à moins de 60 milliards. Et on a observé une augmentation de la taux de pauvreté, le taux de la population sous la seuil de pauvreté qui a doublé
entre fin 2012 et 2014. Donc ça, c'est le tableau un peu noir, mais c'est une économie qui a résisté. Et la résilience de l'économie a été mise en jeu, exactement comme la période de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Où l'Iran est devenu, a mis en œuvre son économie d'autarcie, d'indépendance. Une baisse de la dépendance pétrolière avec une augmentation réelle des exportations non pétrolières dans la région. On va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Baisse de l'inflation. Donc, l'inflation qui s'est envolée en 2012 et 2013, après l'élection de Rouhani, sous un effet plutôt psychologique. Donc, l'inflation est plutôt contrôlée maintenant. On va voir les chiffres exacts. Et donc, depuis janvier de cette année, un plan d'augmentation d'exportation pour que l'Iran puisse retrouver son part du marché mondial. Il y a beaucoup de lumière, j'espère que vous pouvez voir ça. Ça donne, depuis donc, 2007 l'évolution de la croissance iranienne. La croissance sous Khatami était plutôt entre 7 et 8%. Ça a baissé sous Ahmadinejad, et avec l'effet donc des sanctions européens en particulier, on voit donc un passage en récession en 2012, où l'économie a contracté de 7%. Avec la signature de l'accord, un effet psychologique, diminution d'inflation rebondit à 4%. 2015, on estime à peut-être à 1%, et les projections pensent que pour le 2016, on va être entre 3,5% et 5%. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est réellement la dévaluation brutale du rial qui a eu lieu en 2012-2013. Où, comme je vous ai dit, le rial est passé de 10 000 tomanes à 3 500 tomanes. On voit, je ne sais pas si, voilà, on voit là une baisse donc du rial, comment dire, un renforcement de la valeur du rial immédiatement après l'élection de Rouhani. On voit que ça augmente un petit peu. On voit que ça augmente un petit peu après, mais les autorités iraniennes ne veulent pas faire baisser trop le rial, la parité avec le dollar, qui va donc conserver une certaine compétitivité pour ses exportateurs. Donc, on estime que le valeur cible est peut-être de 3 000 tomanes ou 30 000 rials. Voilà. L'inflation, bon, ceci donc, illustre bien la prise en main de l'inflation sous Rouhani, qui est élu mi-2013. Et donc, on estime aujourd'hui que l'inflation est sous 10%. L'Iran a évité l'hyperinflation, et traditionnellement, l'Iran a toujours, depuis la révolution, dans les périodes bonnes, a eu une inflation qui était entre 10 et 20%. Donc, ceci est une très bonne nouvelle. Voilà, je vous ai parlé pendant les périodes dures des sanctions, on a vu donc une nette augmentation des exportations non pétrolières. L'Iran a une industrie, a une activité commerciale qui va au-delà du pétrole. Il est sûr que donc, le pétrole va augmenter maintenant, et donc en pourcentage, les non pétroliers va diminuer, mais je pense que se montre bien une tendance
une tendance clé de l'économie iranienne. Baisse de la production, pas de l'exportation, la production pétrolière, qui est partie de un peu plus que 3,6 millions de barils par jour. Et on estime donc que ça va remonter, l'objectif est d'arriver à 3,5 millions en 2016. Petite anecdote, en jaune, on voit la production de l'Arabie saoudite en pétrole baril qui a repris le relais. Et actuellement, l'Iran dit, bon, maintenant, il faut qu'on reprenne notre part. Donc, il y a un tampon et quel que soit même le niveau du prix du pétrole, l'Iran est déterminé à reprendre sa part de marché. On va peut-être conclure sur ça. Je pense que c'est très intéressant de voir la chute de la position de la France en comparant les exportations 2006 à 2014. La France, donc vous avez en gras les pays européens et la France était en deuxième place derrière l'Allemagne. La France a monté à un certain moment, ça c'est 2006, je pense que 2004, 2005 était aux alentours de 4 milliards et a baissé, on se retrouve là à 400 millions d'euros, grosso modo, en 2014. Il y a un véritable défi pour la France de revenir à son niveau d'avant 2006. Si vous voulez bien, je vous donne quelques exemples de l'industrie. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller vite, simplement pour vous donner une photographie de quelques domaines qui sont assez parlants. Et vous comprendrez que l'Iran est déjà un pays quasi industrialisé. Je vais commencer par, donc, avant cela, expliquer un petit peu l'historique de l'industrialisation de l'Iran. Dans les années 70, ça consistait plutôt des projets clés en main, assemblage et intégration d'équipements militaires, des chars, des hélicoptères, avec une grande usine à Téhéran et à Ispahan, même une usine pour produire des comment vous appelez ça, des barils des chars, comment? Non, le parti par lequel on projette le missile, le canon, voilà, avec vraiment une usine qui construisait donc des canons qu'il faut remplacer de temps en temps dans les chars si on les utilise. Et puis le début de l'industrie automobile, avec l'assemblage sur place et le transfert d'une ligne de fabrication depuis l'Angleterre, la fameuse Hillman Hunter, qui était renommée en Iran le Pécan, et qui était construit jusqu'au milieu des années 2000. Et vous voyez partout cela, avec des Peugeot 405 aujourd'hui. Dans les années 80, l'Iran était en guerre avec l'Irak, et il y a eu un apprentissage de l'autarcie et de l'indépendance. Et c'est ce que l'Iran a su utiliser comme expérience sous les sanctions. 90 ouverture, dans les années 90, sous Rafsanjani, ouverture du marché et une ouverture aux entreprises occidentales. Dans les années 2000, vis-à-vis les occidentaux, une exigence systématique de transfert de technologie pour les grands projets. À titre d'exemple, Alstom, qui a vendu une centaine de grosses locomotives, des énormes locomotives de fret de 4500 chevaux, une vingtaine ou une trentaine étaient construits sur place avec un partenaire ou assemblés sur place. À partir de 2007, départ des Occidentaux, et comme nous avons vu par les chiffres précédents, donc au bénéfice des Asiatiques, en particulier des Chinois et des Indiens.
Industrie automobile, sachez, bon, on va aller vite, sachez que l'Iran, en 2011, produisait plus de voitures que la France produit aujourd'hui. 1,6 million de voitures, ça doit être presque 1 million maintenant, après un baisse à 800 000. Et à l'époque, produisait plus que l'Angleterre, l'Italie, le Canada. Des partenaires clés de cette industrie, ce sont donc des Sud-Coréens et des Français, avec des partenariats avec Peugeot et Renault, des partenariats industriels. Ce que vous notez également, c'est qu'il y a un tissu industriel iranien partout dans le pays, avec une estimation que j'ai... un expert m'a expliqué qu'il y avait plus d'un millier de sociétés fabriquant des composants pour l'industrie automobile. Un contenu local important, une capacité, c'est toujours sur une question de, toujours sur les modèles les plus récents en apprentissage, mais cette capacité existe, et des exportations des véhicules vers les anciens pays de l'Union soviétique et du Maghreb, et des exportations des composants automobiles également, de composants. Ce diagramme-là, qui date de quelque temps, vous montre que c'est le taux de fabrication locale sur différents modèles. Et sur certains modèles, on arrive à presque 100%. L'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est l'ingénierie pétrochimique. Et c'est le pétrochimie qui a permis une augmentation importante des exportations non pétrolières, des investissements importants depuis 15-20 ans. Il y a 2 grands complexes pétrochimiques dans le Golfe, un à Seloulier, en face du grand champ gazier de South Pass, et à Morcha, à côté d'Abadan, avec des centres de recherche. Donc c'est assez développé. Et pour vous donner un exemple de le niveau d'industrialisation, ils ont créé un pipeline d'éthylène à partir d'Asseloulier, desservant tout le nord-ouest de l'Iran, vers Kermanshah, vers Tabriz, vers des petites usines, usines de pétrochimie, de retraitement et de valeur ajoutée dans le nord-ouest de l'Iran. Et il y a également tout un réseau de sociétés d'ingénierie compétents qui faisaient, au début des années 2000, du design détaillé, mais qui sont, je pense, sur le point de pouvoir également faire du design global de systèmes. Vous reconnaissez ces noms. Certains sont privés, certains sont étatiques. Là, c'est l'exemple de Morcha, cette complexe pétrochimique dans le nord du Golfe, assez impressionnant, assez impressionnant. Et donc l'ingénierie en détaillé était faite par des sociétés iraniennes. Troisième et dernier exemple, l'énergie électrique, c'est peut-être le domaine que je pratiquais le plus moi-même en Iran. Quand je suis arrivé, il y avait une capacité installée de 36 gigawatts et qui a donc doublé vers 2013. Et ceci en grande partie avec des turbines à gaz et turbines vapeur fabriquées sur place par la société Mapna, qui est un petit Alstom ou un petit Siemens, si vous voulez, qui était donc d'abord une société de EPC, d'ingénierie, et qui est devenue une véritable holding industrielle avec des usines qui n'ont rien à envier à des usines qu'on peut trouver en France, en Suisse et en Allemagne. Turbines à gaz, turbines vapeur, générateurs, même
même les aubes des ailettes sur les turbines à gaz, ils ont fait du reverse engineering sur des produits de General Electric. Donc, c'est une technologie vraiment très pointue. Et la réussite de MapNet est telle qu'on lui a confié des projets dans le ferroviaire et l'oil and gas, le pétrole. Quelques exemples, ce n'est pas une petite usine. Devant, vous avez l'usine turbine à gaz en bleu et derrière la nouvelle usine turbine vapeur. Vous avez en haut à gauche des machines-outils digitales numérisées et vous trouvez exactement les mêmes en Suisse et en Allemagne. C'est une technologie Siemens sur les turbines que Mapner et Tuga ont importé. Ça, c'est où on est. Donc, je n'ai jamais pu prendre des photos à l'intérieur. Ça, c'est l'usine de Parto où on a fait du rétro-ingénierie pour produire des ailettes pour des turbines à gaz. Là, c'est une partie de l'équipe de Tuga. Je vous montre ça tout simplement parce que ce qui m'a vraiment marqué, étonné, c'est que tous les managers portent des blousons un peu gris-beige, exactement comme vous trouvez chez des managers en Corée du Sud. Il y a une discipline dans cette entreprise. On ne trouve pas partout, mais c'était une anecdote assez intéressante qu'ils ont copiée sur les Coréens. On est à combien de temps? Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Peut-être je peux vous parler en conclusion ici des rails, donc du ferroviaire, aussi bien donc l'Intercity et puis le transport urbain. On voit ici, donc Iran a construit des lignes qui traversent les deux déserts, dans le nord-ouest et le sud, nord-est et sud-est, qui traversent les grands déserts pour désenclaver l'Asie centrale. Et c'est sur cette route-là que les gros locomotives d'Alstom fonctionnent. Simplement, et ça c'est de l'ingénierie purement iranienne sur la partie ingénierie civile des rails. Le réseau est passé donc de 7000 km en 2004 à, je pense qu'aujourd'hui il se trouve à plus que 12 000 km, avec un taux de croissance du réseau, comme vous voyez, jusqu'à 6%, et taux de croissance de fret de 7%. L'Iran reste toutefois plutôt lié à la voiture et aux avions, donc le marché passager n'est pas décollé au même rythme. Là, simplement, c'est l'exemple, c'est le métro de Téhéran. Vous avez le plan directeur en haut à droite, qui était fait par une société française à l'époque qui s'appelait Sofretu, ou qui s'appelait à l'époque Sofretu. Vous avez également aujourd'hui 5 lignes qui sont mises en œuvre. C'est une technologie pour le matériel roulante chinoise. Mais l'ingénierie est avant tout, l'ingénierie des tunnels, etc., est faite en grande partie par des sociétés iraniennes. En conclusion, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, les forces et les opportunités de l'Iran. Donc, c'est une population, je n'ai pas besoin, on a vu ça là, sans cesse sur les médias depuis quelques mois, sur la population jeune et ouverte et bien éduquée, avec plus de 3 millions d'étudiants. Les perspectives du marché sont très importantes. L'Iran dispose d'énormes réserves d'hydrocarbures et en particulier du gaz naturel, où c'est le premier ou deuxième réserve mondiale, mais qui sont très sous-exploitées aujourd'hui. Il y a un plan massif donc, de création de centres commerciaux à Téhéran. Téhéran, on y retourne 6 mois après, on ne le reconnaît plus, que ce soit au niveau des constructions des centres commerciaux ou que ce soit au niveau des autoroutes.
et des tunnels. C'est un petit peu comme un Los Angeles de pauvres, avec des autoroutes urbaines partout. C'est un pays qui est très peu endetté, avec un potentiel touristique exceptionnel. Et à partir de la première signature de l'accord provisoire en novembre 2013, on a vu dès le début 2014 un envolée donc de touristes, plutôt un tourisme culturel. Vous voyez énormément de touristes déjà à partir de 2014. Un niveau de criminalité faible, en particulier par rapport à son grand ami, les États-Unis. Et puis un diaspora international éduqué et fortuné. Je dirais peut-être 2 mots sur ça. Je fais une deuxième intervention plus tard sur un retour d'expérience et je veux peut-être parler du diaspora. Par contre, les risques restent à maîtriser. La première est un risque politique où aux États-Unis, les conservateurs, bon, je pense qu'ils disent non parce que ce n'est pas eux qui ont signé, et les républicains, ce n'est pas eux qui ont signé l'accord. On verra bien ce qui se passe s'il y a un basculement vers des républicains, mais je pense que les républicains sont ouverts à du commerce avec l'Iran à leurs conditions. Voilà. Et puis il y a également je dirais des conservateurs en Iran également qui aujourd'hui mettent des bâtons dans les rues. Parfois, c'est difficile d'avoir un visa si vous êtes trop connu en Iran pour un étranger. Ils font tous pour essayer d'embêter Rouhani. Le secteur bancaire est fragile. Il y a des problèmes de gouvernance, un problème je dirais, de capitalisation également des banques. Et puis, ça vis-à-vis donc des banques iraniennes, qui est un système un système bancaire ancien à mettre à jour, mais également vis-à-vis des banques étrangères. L'activité de l'OFAC, donc c'est le Trésor américain, a donc intimidé, on peut utiliser un euphémisme, des grandes banques européennes, BNP, mais HSBC, les banques allemandes également. On ne les verra pas, je pense, d'ici 3 ans, parce qu'il y a trop de risques pour eux. Par contre, on va trouver donc des banques, des petites structures de banques. Il y en a en Allemagne, même en France, en Belgique, en Espagne. Donc, pour les 3 prochaines années, il va falloir passer par ces petites structures bancaires européennes. L'impact de la chute des cours du pétrole sur l'économie est sûrement négatif, mais l'Iran est déterminé de reprendre son part de marché, quel que soit le prix du baril. La bureaucratie est lourde, donc même s'il y a une limite de la vitesse à laquelle l'Iran va pouvoir accepter tout investissement étranger. Ça est le point suivant, je dirais, le pourcentage de l'économie qui est contrôlée par l'État, qui est estimé à entre 75 et 80%, ce sont les 2 grands défis de Rouhani, qui veut remettre l'économie dans les mains, une partie de l'économie dans les mains des privés, et qui doit balayer des problèmes de corruption et de bureaucratie qui ont passé comme des champignons, qui ont croissé comme des champignons sous Ahmadinejad. Un dernier point, l'Iran a énormément d'étudiantes bien formées, bien éduquées d'un point de vue académique, mais il manque des formations spécifiquement visant l'activité de l'entreprise. Okay. Que ce soit dans le même pratique du marketing, de logistique, de supply chains. Et ça, c'est donc, il va falloir, avant que ces formations voient le jour
dans les universités en Iran, il va falloir que les entreprises s'occupent de cette formation eux-mêmes, qui est très facile à faire, parce que les Iraniens sont calés et très intelligents. En résumé, je vois deux phases distinctes de croissance, 2 à 4 ans pour retrouver une situation d'avant 2005, pour résoudre les problèmes de bureaucratie excessive, de corruption, du poids de l'économie étatique, donc les problèmes structuraux, et puis le retour des grandes structures bancaires étrangères qu'on ne verra pas demain matin, mais peut-être dans 2, 3, 4 ans. Voilà. C'est un pays où des risques qu'on a énumérés donc, doivent être maîtrisés. Ça ne doit pas vous dissuader d'y aller, mais il faut bien être au courant de ces risques et les gérer. Et les potentiels du marché à moyen terme sont énormes. Et je pense qu'il faut avoir une présence d'une manière ou d'une autre dès maintenant. Voilà, merci. Merci Nigel. Nous allons donner la parole à nos amis avocats du cabinet Vasco. Merci. J'étais en avance de 5 minutes. Bonjour, on va commencer rapidement par expliquer le cabinet Vasco en 2-3 mots. Donc on a un cabinet d'avocats dédié aux affaires internationales. C'est un cabinet qui a été fondé par 2 anciens directeurs juridiques d'entreprise, donc une approche assez pragmatique des affaires à l'international. C'est un cabinet qui est focalisé sur quelques métiers, métiers automobile-industrie, oil and gas, et également tout ce qui est retail et master franchise, donc une approche très sectorisée. Et c'est un accompagnement à la fois de l'étude jusqu'à la réalisation sur le terrain. Et le cabinet Vasco a une présence y compris en Iran. Voilà, donc ça c'était quelques mots rapides sur nous. Maintenant, le sujet c'était... si on peut agrandir l'image, mettre en mode peut-être... C'est pas grave. Oui, c'est ce que il faut que je traduise. Il n'y a pas de diaporama. C'est possible. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Voilà, merci. Donc le sujet en fait qu'on avait initié en fait, c'était de dire Iran, y aller ou pas. Et finalement, c'est tellement évident. Et d'ailleurs, cette photo qui est tirée des rues de Téhéran, l'économie est là. La question, c'est plus de se dire l'Iran, y aller ou pas. En fait, l'Iran, c'est maintenant, c'est une évidence. Comme le disait M. Coulthard, c'est maintenant et c'est dans les années qui viennent, c'est une évidence. Maintenant, en tant qu'avocat, la question qui se pose, c'est de manière concrète, de manière pratique, comment mener ces affaires en Iran. Ça, c'est le point essentiel. Et il y a déjà dans l'actualité, comme vous l'avez vu, déjà une suspension maintenant de certaines sanctions. Il y a des changements très récents avec, au niveau financier, le système SWIFT qui a été rétabli depuis début février. Donc ça veut dire quoi d'un point de vue pratique pour vos affaires? Ça veut dire qu'il est possible de faire des compensations entre banques, les banques occidentales et les banques iraniennes. Donc ça veut dire que le flux économique reprend ses droits. La seule chose, c'est que toutes les banques, pour l'instant françaises, n'ont pas encore, on va dire, redémarré leurs activités avec l'Iran, mais certaines le font. Donc maintenant, c'est possible. Il y a déjà des effets tangibles, des évolutions donc, de la réglementation
qui montrent que voilà, les choses se dégèlent et de manière très récente et très rapide. Ça, c'est le premier point pour réussir ces affaires en Iran. On voit que les conditions sont là. Ensuite, comme le disait également M. Coulthard, il est important de maîtriser ces risques. Il y a des risques, mais en fait, on peut le faire en ayant une approche maîtrisée de ces risques. Alors, la bonne approche, c'est une approche très pratique que l'on a liée à notre expérience. Première des choses, c'est agir avec méthode. Agir avec méthode, c'est quoi ? Quand on est dans un environnement où il y a encore des sanctions, les sanctions sont suspendues, mais vous avez encore des sanctions, l'élément clé, c'est vous. Savoir ce que vous voulez faire, qui vous êtes, comment est-ce que vous êtes organisé, quelles sont les personnes qui vont intervenir avec l'Iran. Ça, c'est la première étape. C'est vous, comment est-ce que vous allez aborder ce marché. Et pour nous, en tant qu'avocats, c'est vraiment l'élément clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, on regarde les réglementations internationales avec les sanctions donc, qui sont suspendues, mais certaines sont toujours existantes. Et donc, on fait une étude de ces réglementations. Et ensuite, on compare votre situation, ce que vous souhaitez faire, qui vous êtes, comment vous êtes organisé, avec cette réglementation internationale. On fait une sorte de filtre comparatif pour finalement identifier les éventuelles failles ou pas que vous pouvez avoir dans votre organisation pour aller en Iran. Donc c'est une méthode très mathématique, mais qui est indispensable justement pour maîtriser ces risques. Et ensuite, quand on a connaissance des éventuelles failles ou points sensibles, c'est les partager finalement avec vous, vous en ayez conscience, pour que ensuite vous puissiez décider, voilà, on va aller en Iran, on connaît les éventuelles failles ou les éléments, en tous les cas, qu'on aurait à corriger pour éviter nos risques, et ensuite, vous pouvez y aller. Donc, quelque chose qui peut paraître dans un premier temps compliqué, finalement, en procédant avec méthode, on peut arriver à rendre les choses possibles et faire des affaires en Iran. Voilà, ça c'est le point d'entrée de notre intervention. Maintenant, je vais laisser la parole à Richard Kliman, qui va rentrer plus dans le détail sur les sanctions et la levée des sanctions pour vous donner un panorama plus complet des sanctions internationales. Merci Christophe. Bon, partons donc de cette bonne approche. Sur le fait, il faut passer quelques minutes sur les meilleures méthodes pour gérer l'environnement juridique international autour de l'Iran. Vous savez que les possibilités de travailler avec l'Iran se sont ouvertes depuis le 16 janvier 2016. C'est tout récent. Vous savez également que ceci a été rendu possible, Nigel y a fait allusion, donc ça a été rendu possible par la conclusion d'un accord dit 5+1 en date du 14 juillet 2015. Ça, on sait. Alors, à partir de ces changements en matière législative, nous allons faire un zoom sur les opportunités et les contraintes existantes sur le plan juridique à ce jour. Et nous allons d'abord regarder ce qui se passe en Europe avant de parler des États-Unis. Donc en Europe, le régime des sanctions nucléaires a été suspendu le 16 janvier 2016. Et donc depuis cette date, les ventes de marchandises, les investissements, les achats et les services annexes liés à ces opérations de commerce sont autorisés. Vous avez, par exemple, entendu parler des achats de pétrole brut effectués par Total, c'est dans les journaux. Vous avez également suivi la décision de Peugeot d'investir des centaines de millions d'euros en Iran. MOU signé et le projet est en cours, à ce que je sache. Donc, on constate que les opérations sont à nouveau possibles. Mes deux remarques accompagnent cette observation-là. Première remarque, il s'agit bien d'une suspension des sanctions. Et cette suspension demeure conditionnée par le respect du gouvernement iranien, respect de ses engagements pris dans le cadre de la convention qu'on vient d'évoquer. Deuxième remarque, les sociétés européennes demeurent et doivent respecter les interdictions encore en place
en vertu de la législation européenne. Tout n'a pas été démantelé en Europe. Notamment, nous avons donc toujours l'obligation de suivre cette interdiction de travailler avec une liste de personnes blacklistées par l'Union européenne. Liste de 84 personnes la dernière fois que j'ai regardé. Voilà. L'histoire pour l'Europe en quelques mots assez brefs. Pour ce qui concerne les États-Unis maintenant, les États-Unis ont également assoupli leur régime juridique à partir de la même date, 16 janvier 2016. C'est-à-dire que désormais, les interdictions américaines ne s'appliquent que aux Américains. En langage juridique, on dit que les sanctions secondaires ont été suspendues. Sanctions secondaires, c'est toutes les sanctions applicables aux non-Américains. Donc, ces sanctions sont suspendues. Il en résulte une situation plutôt nuancée pour nous, ici en Europe. Quelques exemples. Les Américains résidant en Europe demeurent assujettis aux règles américaines. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous avez un directeur financier américain ou autre dans votre société, même si cette personne est résident en Europe, il ou elle demeure assujetti aux interdictions américaines. Un autre exemple, les sociétés européennes, c'est ça, doivent respecter la liste américaine de personnes blacklistées. Il y en a un peu plus qu'en Europe, il y a 233, je pense. Vous me tiendrez par rigueur si c'est 34 ou 35, mais on est dans cet ordre-là. Et enfin, les Européens sont bien entendu priés par les Américains de ne pas faciliter le contournement des sanctions américaines encore en vigueur. C'est ça la nuance de notre situation en Europe. Alors, comment gérer tout cela? En application des conseils de Christophe, donc, je vous rappelle, méthode, précaution et en connaissance de cause, une société européenne doit étudier sa position réelle, spécifique, par rapport à la loi, avant d'agir en Iran. Il s'agit notamment de faire un petit audit de son activité, de son organisation et de ses produits avant de s'engager. Cet exercice, c'est l'opportunité de démontrer sa bonne foi pour ce qui concerne le respect de la loi. Preuve à l'appui, voilà les démarches que j'ai prises, que j'ai effectuées. Je n'ai pas abordé le marché iranien les yeux fermés, j'ai fait ce qu'une femme raisonnable ferait. Donc un audit. Et cet audit, c'est également l'opportunité d'ajuster ces processus si le besoin est révélé par cet audit. Donc c'est par là qu'il faut passer, je pense. Voilà, nous avons fait un tour très rapide du droit international. Maintenant, nous proposons un zoom sur le système juridique sur place en Iran avec mon collègue Amina Azad. Bonjour à tous. Bien évidemment, c'est un peu difficile de vous résumer le système juridique iranien en quelques minutes, mais je vais essayer de relever le défi en vous donnant quelques éléments clés à garder à l'esprit. Je pense que la première chose à savoir, c'est que le système juridique iranien a été dans une très large mesure influencé par le système français. En somme, le droit iranien des affaires est une parfaite illustration du rayonnement du droit français dans le monde, et de manière évidente, le Code Napoléon a très largement influencé le législateur iranien. Ça, c'est une évidence. Il y a en Iran un code de commerce et un code civil. Et si on s'amuse à le lire, on retrouve textuellement les dispositions qu'on retrouve dans le code civil, le code de commerce français. Alors, dans vos relations avec d'éventuels partenaires iraniens, notamment dans la négociation des contrats, l'idée principale à retenir, c'est que le droit iranien reconnaît le principe de liberté contractuelle. Ça veut dire que les parties étrangers ou iraniens peuvent librement définir leurs obligations, bien évidemment, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives iraniennes, mais jusqu'ici, on est exactement comme en France. Si vous décidez de constituer une société en Iran, un point à savoir également, c'est que vous n'avez aucune obligation de vous associer à un Iranien. Alors, c'est fortement conseillé pour des raisons pratiques de business, mais sur un plan purement juridique, il n'y a aucune obligation. Le droit iranien des sociétés connaît quasiment tous les panoplies, tous les outils qu'on retrouve en France. On fait la distinction entre les sociétés à responsabilité limitée ou illimitée. Dans les sociétés à responsabilité limitée,
il y a en Iran ce qu'on appelle la SARL iranienne, Shekat Massoudiyat Mahdoud, littéralement la SARL, qui ressemble peu ou prou exactement à la SARL française, où vous avez également la Shekat Sahami, ça veut dire la société anonyme, qui ressemble très largement à la société anonyme française. Donc d'ici là, jusque-là, il n'y a rien de fondamentalement nouveau pour un investisseur français qui souhaiterait constituer une société ou négocier avec un partenaire iranien. Alors, la question que j'anticipe, parce qu'on me la pose souvent, c'est quelle est l'influence de la charia sur le droit iranien des affaires et en quoi est-ce que ça peut constituer un obstacle à nos investissements? Alors, je vais expliquer la slide que vous voyez sur l'écran, mais une petite introduction avant cela, c'est qu'à partir de la révolution de 79, ça veut dire la constitution de la République islamique, il y a une refonte du droit iranien, du corpus légal iranien, mais essentiellement en matière de droit des personnes. Alors, ça veut dire droit de la famille, droit des successions et droit pénal. En revanche, tout ce qui concerne le droit des affaires, qui était assez complet en Iran, a été peu ou voire pas du tout impacté par la charia, puisque la charia n'a pas véritablement vocation à intervenir en droit des affaires. Alors, le slide que vous voyez ici, ça permet un peu de comprendre quelle est la source principale du droit iranien. Vous avez d'un côté le Parlement qui promulgue des lois, qui est la source principale du droit iranien. Et à côté, juste à droite, vous avez le Conseil des gardiens. Alors, qu'est-ce que le Conseil des gardiens? C'est une sorte de conseil constitutionnel iranien. Ça veut dire qu'il fait un contrôle seulement a posteriori des lois qui sont votées par le Parlement, mais à double titre. D'une part, comme le Conseil constitutionnel, ça veut dire vérifie la constitutionnalité des lois. D'autre part, veille au respect des lois votées par le Parlement sur les principes du droit islamique, donc de la charia. Mais il arrive très rarement que le Conseil des gardiens intervienne en matière économique, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Et si jamais elle décide de censurer une loi, cette loi n'est pas abandonnée automatiquement. Il y a une instance encore plus importante qu'on appelle le Conseil de discernement, dont les membres sont élus par le guide, qui vient arbitrer l'éventuel conflit entre le Parlement et le Conseil des gardiens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les peu de cas où le Conseil des gardiens a voulu censurer une disposition d'ordre économique votée par le Parlement, le Conseil de discernement a tranché en faveur du Parlement et contre le Conseil des gardiens, parce que sa boussole, sa critère, ce n'est pas la charia, mais c'est l'intérêt supérieur du régime. Ce qui fait que si la disposition qui pourrait contrevenir à la charia était favorable au régime, et c'est là, c'est un peu la particularité, ou je dirais le pragmatisme du chiisme sur le sunnisme, c'est qu'il viendrait prendre en faveur pour le Parlement et contre des principes qui pourraient éventuellement violer la charia. Voilà dans les grandes lignes le système juridique interne iranien. J'ai été assez bref, mais en fait, pour comprendre le droit iranien, il faut partir du droit français et ça permet éventuellement de se repérer. Voilà. Ah oui, oui, pardon. Ah oui. Alors, quelles possibilités? Alors, encore une fois, j'imagine que beaucoup d'entre vous ici ont déjà entamé ou sont déjà associés ou font déjà des affaires en Iran. Quelles possibilités ou quels outils juridiques pour mener à bien ces affaires en Iran? Je pense que sur l'Iran, il n'y a pas de particularité par rapport aux autres pays. Vous avez en droit iranien tous les outils que vous avez dans les autres pays. La bonne méthode, ce n'est pas de partir en fonction du pays, mais en fonction de votre métier et votre mode de fonctionnement. Alors, l'étape préliminaire, en général, le MOU, l'avant-contrat, ça peut être une étape largement utilisée. Les Iraniens raffolent des MOU, ils signent des MOU à tout bout de champ. Je pense que les personnes ici présentes pourront le confirmer. Alors, l'avant-contrat peut être plus ou moins engageant. Pour les sociétés occidentales, c'est une façon de s'assurer que les données qui seront transmises à leurs partenaires ne seront pas diffusées. En fait, c'est surtout un moyen de garantir la confidentialité. Pour les Iraniens, c'est surtout un moyen de s'assurer de l'exclusivité des négociations, le temps de faire aboutir le contrat. Le marché iranien, on l'a vu, est un marché en plein développement. Et c'est vraiment la clé, c'est le first mover, celui qui est le premier à agir sur le marché, a une véritable prime. Les Iraniens le savent bien et se méfient fortement de la concurrence interne. C'est pour ça qu'ils poussent largement à signer des MOU à tout bout de champ. Après, on a des modèles plus ou moins intégrés. Ça veut dire que vous avez des modèles industriels, comme Richard le dira, où ils viendront produire sur place. Donc, il faudra passer par des co-entreprises, des JV, enfin, mais Richard en parlera. Où vous avez des modèles moins intégrés. Ça peut passer tout simplement par repérer un bon agent ou un bon distributeur en Iran qui pourra diffuser vos produits sur le marché iranien. Donc, c'est un contrat d'agence de distribution. Pas de particularité en droit iranien, sachant que le contrat d'agence n'est pas normé, comme en France.
ou alors des modèles moyennement intégrés, des contrats de franchise ou de master franchise. On a implanté en Iran à peu près une quinzaine d'enseignes françaises et c'est essentiellement ce modèle-là qui est utilisé. Le sujet très important en matière de master franchise, c'est la licence de droit d'auteur ou de marque. La question qui se posera alors, c'est comment protéger cet actif immatériel en Iran. Donc voilà. Je laisserai la parole à Christophe sur l'assistance technique. Oui, alors c'est plus dans le domaine de l'industrie, industrie automobile, industrie mécanique. Les types de contrats que l'on met en place habituellement pour nos clients, c'est soit de l'assistance technique, c'est-à-dire que vous avez un partenaire sur place qui a déjà un certain savoir-faire, mais peut-être pas aussi avancé que ce que l'on connaît, par exemple, dans nos pays occidentaux. Et donc, un partenaire local qui aura besoin de travailler avec un très gros client occidental aura besoin d'une assistance technique, c'est-à-dire de votre entreprise, par exemple, qui va donc aller aider cette entreprise locale pour lui fournir les moyens techniques dans la réalisation industrielle, dans la façon de répondre aux dossiers donc, dans le secteur, par exemple, de l'automobile. Et donc ça, c'est souvent un type de contrat qui est une première étape. C'est-à-dire que je vais sur place, j'ai un partenaire, je mets en place ce contrat d'assistance technique pendant un temps pour permettre ensemble, on n'est pas encore dans la co-entreprise, mais pour permettre ensemble de réaliser des affaires. Un autre type de contrat, alors plus classique, c'est la licence. Alors parfois on le retrouve d'ailleurs dans l'assistance technique. Le droit de la propriété intellectuelle en Iran est tout à fait similaire sur les grands principes à ce que l'on connaît, en France. Donc bien sûr brevets, marques, etc. et possibilité de mettre en place donc des contrats de licence. Ensuite, un autre modèle, c'est simplement le transfert de savoir-faire. Et là, il faut être vraiment très vigilant parce que, en fait, le droit iranien ne reconnaît pas en tant que tel le savoir-faire. Donc, l'encadrement par contrat est vraiment clé. Donc, on retrouve donc ici des outils classiques, mais la particularité du droit local va faire qu'il faut être encore plus vigilant sur le contrat à mettre en place, sur ce transfert de savoir-faire. Voilà les principaux contrats qu'on retrouve dans le domaine de l'industrie, soit automobile, soit mécanique. Maintenant, Richard, pour les co-entreprises. Tout à fait. Dernière opportunité qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, donc co-entreprise, niveau d'investissement assez engageant quand même. Il est effectivement parfaitement envisageable de créer une filiale en Iran 100% détenue par la maison mère, par votre société. C'est possible. C'est possible. Mais vous serez peut-être amené à penser à un JV pour un investissement en Iran. Pourquoi? Parce que à certaines situations, c'est la bonne solution. C'est une solution juridique pour accéder à des actifs ou à des marchés inatteignables autrement. Inatteignables parce qu'il y a un monopole, parce qu'il y a un nombre de licences d'exploitation limité et qu'un partenaire en joint venture détient déjà cet actif-là. Donc, en établissant un JV avec ce partenaire-là, vous accédez, moyennant négociation contractuelle, aux actifs, aux permis, aux autorisations détenues par votre partenaire. Ça permet également parfois simplement d'accélérer son implantation en Iran. Alors, sachez que la législation iranienne prévoit parfaitement ce genre de montage. Et la protection spécifique en droit iranien pour les investisseurs étrangers, la loi dite FIPA, F-I-2-P-A, loi FIPA, cette loi de protection est également adaptée au joint venture. Donc c'est une autre possibilité à considérer pour vos affaires dans ce pays-là. Alors maintenant, on va parler d'une approche globale pour les investissements et les affaires avec l'Iran. Alors, c'est vraiment le point clé. Je refais une boucle avec l'introduction. En fait, quand on veut avoir un projet avec l'Iran, il y a vraiment les deux aspects à avoir à l'esprit.
L'aspect global, votre entreprise, votre organisation, les sanctions internationales, ça, vous ne pouvez pas y couper. C'est vraiment un élément clé que, généralement, quand on investit dans d'autres pays, on ne regarde pas. Il n'y a pas ce sujet d'éventuelles sanctions suspendues. Donc l'aspect global est vraiment essentiel quand vous allez en Iran. Ne vous dites pas « je regarde que l'Iran », il faut que j'ai en tête cet aspect global, mais en même temps prendre en compte les particularités donc locales du droit. Donc comme on l'a vu brièvement, le savoir-faire n'est pas reconnu en Iran. Un autre exemple, vous n'avez pas de contrat de loi sur les agents en Iran. Si vous êtes distributeur, vous devez vous faire enregistrer, etc. Donc il y a des particularités locales à prendre en compte. C'est pour ça qu'on a, en fait, chez Vasco, on appelle ça une approche glocale. Il faut vraiment avoir à l'esprit pour votre projet le juridique dans sa globalité et sa localisation en Iran, parce que c'est quand même pas vous n'allez pas en Italie, vous n'avez pas les grands principes que vous retrouvez dans les directives européennes. On a quand même des éléments propres à connaître. Et mon associé Maître Azad passe 50% de son temps à Téhéran, justement pour accompagner, avoir les bons réflexes pour ensuite être capable de réaliser les opérations que vous menez en Iran. Ça, c'est vraiment un élément à conserver à l'esprit. C'est global et local, et c'est l'élément clé du succès pour vos opérations. Et pour conclure, si vous voulez réussir vos affaires en Iran, c'est vraiment une multitude de paramètres. Paramètres, bien sûr, il y a l'environnement politique, l'environnement économique, culturel qui est clé, et c'est pour ça que notre associé, Maître Azad, qui parle le farsi, c'est un atout indéniable dans des négociations de contrat, pour être capable d'échanger sur des éléments entre guillemets en off pour finalement mener à bien vos affaires. Ça, ce sont vraiment des paramètres essentiels dans le succès de vos affaires. Voilà. Si vous voulez, donc on pourra continuer nos échanges ensuite pendant le buffet, ou une autre option, c'est carrément d'aller à Téhéran et de rencontrer notre associé sur place. Ça peut être aussi une bonne option pour avoir une bonne appréhension du droit en Iran. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Madame Zara Giacomani pour les aspects interculturels. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, ce matin, parmi vous. Je tiens avant tout à remercier la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon Métropole de mettre l'Iran sur le devant de la scène ce matin, et particulièrement Madame Gara pour la qualité de son travail et de la logistique qui nous a bien simplifié l'organisation. Merci beaucoup, Madame Gara. Je vais démarrer avant toute chose parce qu'effectivement, après tous les aspects techniques, les chiffres et tout l'aspect sérieux et économique, avant toute chose, vous souhaitez un joyeux Nowruz. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Nowruz? C'est le nouvel an iranien. Et le nouvel an iranien, c'est une fête qui est célébrée depuis des siècles et des siècles. Et c'est vraiment la fête la plus importante chez les Iraniens. C'est une chose que les Iraniens respectent et préparent depuis un millénaire. C'est le Nowruz, qui veut dire Nowruz, c'est le nouveau jour. Et que signifie le Nowruz au niveau de la symbolique avant, parallèlement à être le nouvel an iranien, parce que le calendrier des Iraniens ne suit pas le même calendrier des Occidentaux, on va dire, c'est qu'en fait, ça célèbre la nouveauté, le renouveau. C'est la fête de la lumière, c'est la fête de la nature. Et il est coutume que les Iraniens, avant la fête de Nowruz, en fait, lavent leurs péchés, lavent les rancunes, lavent toute la noirceur de l'année passée pour laisser arriver un nouveau jour, un jour plein de lumière, d'espoir.
et de fraternité. Et donc le Nouvel An iranien, c'est toujours le premier jour du printemps. C'est ce qui est arrivé en fait lundi dernier. Et les Iraniens ont eu un peu de mal à continuer à célébrer avec la joie ce nouveau jour, avec les attentats qui sont survenus le lendemain. Donc je ne vous cacherai pas qu'à tous mes clients, j'avais un peu de mal à envoyer des emails de Nouvel An avec ce qui s'est passé hier. Et là aussi, avec l'actualité... entre l'actualité d'ici et le Nowruz de là-bas, je voudrais quand même juste ouvrir la parenthèse et vous dire qu'il y a une personne, enfin, en tout cas à mes yeux, qui a réussi à trouver une solution à la barbarie qui a toujours existé, qui aujourd'hui existe et continue toujours. Et cette personne, elle s'appelle Sherazade. Et Sherazade est une femme iranienne et c'est la protagoniste de Mille et une nuits. Et cette femme a réussi à calmer la barbarie, la fureur assassine du vizir en lui racontant 1001 histoires qui l'ont un petit peu à chaque fois gardée en haleine et qui lui ont sauvé la vie. Et cette femme, qui s'appelle Sherazade, a réussi à sauver toutes les femmes du royaume qui étaient condamnées jour après jour à être consumées et tuées le soir même. Et cette femme, je pense qu'on devrait un petit peu prendre exemple sur la leçon qu'elle donne à travers son récit. Son récit est rentré dans le patrimoine de la culture de l'humanité. Ça a été le livre le plus traduit au monde. Et c'est aussi le livre Les Mille et une nuits, qui est sans fin, qui n'a pas d'auteur. Et je vous invite tous aujourd'hui à continuer à écrire la suite contemporaine des Mille et une nuits, aussi bien à travers les success stories de votre société en Iran, mais aussi pour montrer au peuple, au monde entier, que l'Iran, c'est pas la terreur, c'est pas la frayeur, ne fait pas trembler. L'Iran aussi est un pays où il fait bon y vivre, bon pour y investir et bon pour mener de beaux projets. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à l'aspect culturel de l'Iran. Alors déjà, avant tout, pour me présenter également, je suis Zahra Giacomini, je suis née en Iran. J'ai été élevée en France, donc la France est ma seconde patrie depuis l'âge de 7 ans. Et depuis 37 ans, en fait, à chaque fois quand je disais aux Français, à mes camarades de classe, à mes collègues au bureau que j'étais iranienne, on me regardait tout ça avec des yeux exorbités en disant « oui, mais t'es pas comme les autres ». Et je me suis toujours demandé comment, alors pour prendre le cas du français, mais c'est valable pour tous les autres pays occidentaux, en me disant mais quelle image ont ces personnes quand ils me disent que je ne suis pas comme les autres, c'est que pour eux, les Iraniens ont des cornes, une queue, Et je me suis toujours promis de faire quelque chose pour montrer, alors donc c'est tous les Iraniens comme les personnes ici présentes, on a tous, en tant qu'exilés, expatriés, on a toujours lutté pour montrer une belle image de notre pays qui pendant 37 ans a été malmenée. Alors pour vous... Et donc de tout cela, pour finir avec mon parcours et mon projet, tout cela je me suis dit, depuis l'âge de 20 ans, en tant qu'étudiante, je me suis dit, je vais monter un jour une entreprise en lien avec l'Iran pour montrer une autre image de ce pays. Donc je me suis lancée dans la communication. J'ai travaillé 10 ans dans les grandes agences de communication comme Havas, Edelman, Rumeur Publique. 9 ans à la direction de la communication de Veolia, du groupe Veolia. Et en 2013, j'ai créé ma propre agence de communication d'influence spécialisée sur l'Iran. Donc j'ai exaucé mon vœu au bout de 20 ans de carrière en communication. En 2013, j'ai créé Cosmopolistan pour aider les entreprises françaises à pénétrer sur le marché français, les accompagner pour leur faciliter les démarches, et les entreprises iraniennes pour venir exporter en France, ce qui est bien souvent le cas également. Donc, dans cette entreprise, Cosmopolistan, aujourd'hui, nous avons... voilà. Alors, la vision de Cosmopolistan, c'est ce que je vous disais, c'est ne pas faire un focus sur ce qui fait peur, sur le côté effrayant et les aspects... vrai ou faux de ce pays, mais pour montrer aussi les belles choses. Et Dieu sait que ce pays regorge de belles initiatives, toute une grande culture à raconter et à partager. En fait,
la vision de Cosmopolistan, c'est de montrer en fait que l'Iran, non seulement, c'est pour un petit peu rebondir sur l'intervention des autres intervenants, c'est que c'est devenu aujourd'hui, faut imaginer un siècle avec 4 générations d'Iraniens qui ont vécu en fait au XXe siècle. L'Iran a changé 3 fois de nom. Avant 1930, l'Iran s'appelait l'Empire perse. Après, en 1937, le père du Shah d'Iran a nommé l'Empire perse l'Iran. Et en 1979, l'Iran est devenu la République islamique d'Iran. Donc 3 changements de nom en un siècle. D'un pays laïque, l'Iran est devenu un pays islamique. Et depuis ces 37 dernières années, l'Iran, le peuple iranien, a connu l'exil, a connu la guerre, a connu les sanctions. Donc là, aujourd'hui, quand vous allez en Iran, que ce soit la jeunesse ou les personnes plus seniors, sont des personnes qui ont vécu 37 ans de choses très éprouvantes, vraiment très éprouvantes, à tout point de vue. Soit un fils qui est parti à la guerre et qui n'est plus jamais revenu, soit des exilés aujourd'hui qui ont tendance de plus en plus, des expatriés qui reviennent en Iran, mais en exil aussi, quand on est loin de son pays, c'est quand même une épreuve assez douloureuse. On est bien placé pour le savoir. Et aussi sur place, avec les sanctions, ces 10 années de sanctions où c'était le chômage, vous imaginez, il fallait enchaîner 3 métiers pour pouvoir s'en sortir. Une jeunesse extrêmement diplômée, extrêmement énergique, mais qui se retrouvent sans emploi. Donc c'est vraiment un peuple qui aujourd'hui, alors pendant 10 ans, l'Iran a malgré tout réussi à faire face. Quand vous allez en Iran aujourd'hui, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans un pays qui a subi une sanction. On se dit, mais c'est incroyable cette modernité, cette énergie qui sort de ce pays. On ne s'imagine pas du tout l'impression d'être dans un pays du tiers-monde à l'extérieur. Et quand on arrive là-bas, on se dit c'est d'une très très grande modernité. Donc on est toujours à chaque fois, il y a beaucoup de contrastes, les préjugés, les clichés tombent très rapidement au bout de 48 heures une fois sur place en Iran. Et surtout, les ambitions de l'Iran très marquées d'une manière très officielle, c'est que l'Iran veut devenir le hub du Moyen-Orient d'ici 10 ans. Au niveau santé, c'est-à-dire que l'Iran veut accueillir dans tout le Moyen-Orient et l'Asie, tous les pays en Istan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Afghanistan. L'Iran va les accueillir pour les soigner, pour toutes ces populations aussi de la région. L'Iran va devenir le hub touristique. En 2025, l'Iran prévoit d'accueillir plus de 30 millions de touristes. Pour ça, cela nécessite une vraie infrastructure au niveau touristique parce que toutes les normes aujourd'hui en Iran, rien n'est aux normes en fait. Quand vous allez dans les musées, dans les sites archéologiques ou dans les sites du patrimoine, vous rentrez comme à Persépolis, vous rentrez comme dans un moulin. Donc si vous voulez accueillir 30 millions de touristes, vous êtes obligé d'appliquer des normes à l'occidental pour pouvoir fluidifier non seulement la circulation, mais pour des normes de sécurité, tout ça. Donc il y a toute une infrastructure touristique au niveau transport et j'en passe. Au niveau hôtelier, l'Iran manque totalement d'hébergement. Donc au niveau hôtelier, au niveau transport, au niveau infrastructure, il y a tout ça à bâtir et à construire et très rapidement pour pouvoir remplir ses objectifs. Au niveau santé, toutes les cliniques, toutes les maisons de retraite, tout ce qui est hospitalier, s'ils veulent devenir le hub, là aussi, ils ont en termes d'équipement, les médecins, enfin, c'est ce que je rebondis, ce que je disais sur le cabinet Vasco. L'Iran a calqué en termes d'éducation, son modèle c'était la France. Donc tout ce qui est modèle éducatif, c'est un copier-coller de la France. Donc un ingénieur qui sort d'une école d'ingénieur en Iran est vraiment a les compétences équivalentes qu'un ingénieur en France. Donc quand vous allez sur place, quand vous allez voir un technicien de n'importe quel domaine, un ingénieur de n'importe quel domaine, vous lui parlez la même langue. C'est-à-dire il n'y a
pas une formation particulière. Et chez les Iraniens, en fait, soit c'est blanc, soit c'est noir. Le gris n'existe pas. Donc quand c'est blanc, en fait, les jeunes, quand ils se font former, c'est au niveau de l'excellence. Donc l'Iranien n'est pas habitué à faire du mauvais travail, ou alors soit c'est du très très mauvais travail et il n'est pas fréquentable, mais quand il fait du bon travail, vous pouvez vraiment, c'est très appréciable pour un étranger, une entreprise quand il vient en Iran. Les étrangers, en fait, ils ont l'habitude des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, ils ont cette expérience-là avec les pays du Golfe, aussi avec l'Asie ou avec les Africains, mais avec les Iraniens, c'est vrai que c'est une grande nouveauté pour les entreprises françaises d'aller je prends toujours le cas de la France parce que c'est l'objet de notre territoire, mais c'est valable pour les autres pays. Ils ne savent pas trop comment, ils sont toujours très agréablement surpris de voir le niveau de connaissance, d'expertise des Iraniens, et là ils se disent ouf, j'ai pas à lui expliquer, à le former, ou alors à m'adapter au niveau technique en tout cas, ce qui est vraiment un atout considérable. Donc tout ça pour vous maintenant, voilà, je vous ai un peu dressé. Donc alors du coup, ces Iraniens aujourd'hui, après toutes ces sanctions, ils ont quand même réussi à faire face. Donc c'est devenu quand même un pays très très moderne. Et ça, c'est vraiment grâce à l'énergie qu'ils y ont mis. Et oui, excusez-moi pour les trois. Alors donc il y a la santé, le hub au niveau santé, au niveau touristique, et ils veulent aussi devenir j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Au niveau, je me suis réveillée un peu tôt ce matin. Au niveau, bon, ça va me revenir. Personne ne peut m'aider. Santé, touristique, et ça va me revenir tout de suite. Bon. Non. Au niveau éducation, voilà, excusez-moi. Au niveau éducation, là aussi, ils veulent accueillir les étudiants de toute la région. Donc la santé, les touristes et éducation. Et pour ça, ils veulent ouvrir les plus grandes. Il y a Polytechnique qui est en train d'y aller, il y a HEC, ils veulent vraiment devenir pour que toute la région de l'Asie centrale vienne se faire former aussi en Iran. Donc tout ça vous montre un petit peu les perspectives qu'offre ce pays et surtout les ambitions. Et au niveau des ambitions aujourd'hui, quand vous allez en Iran, alors il y a eu 10 ans d'isolement où l'Iran était totalement infréquentable, personne ne voulait ne serait-ce que s'afficher avec eux. Et les Iraniens rigolent doucement sous leur barbe quand ils voient arriver chaque semaine les Boeing avec chaque nation, que ce soit la Chine, la France, la Suisse, l'Italie, les uns après les autres arrivés en disant « Oh, comme vous êtes beaux, vous êtes merveilleux, on veut travailler avec vous. Mettez-vous un petit peu à leur place. » 10 ans où on les a complètement ignorés et maltraités en termes d'image et à tout niveau. Et du jour au lendemain, ils deviennent les plus beaux et les plus attractifs. Alors, ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de ricaner un peu doucement en disant « Va dis donc. Hein, » Donc là aussi, ils en rigolent, mais c'est vrai que... Donc l'approche, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas seuls sur ce marché. C'était devenu un marché extrêmement compétitive et selon moi, très très compétitive. Et puis surtout, les Chinois, ils sont depuis 10 ans, parce que là, il n'y a pas de sanctions avec, par exemple, les Russes, les Chinois. Donc, vous imaginez bien qu'entre-temps, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont bien occupé le territoire. Et c'est pas maintenant qu'ils vont le lâcher. Et puis surtout, au niveau des prix, l'Iranien est devenu, comme maintenant il a l'embarras du choix, il prend au plus offrant. Et du coup, c'est compliqué d'aller faire sa place en Iran avec un marché aussi prometteur, mais en même temps extrêmement compétitif. Et c'est là où je pense que vraiment le nerf de la guerre, c'est d'arriver à séduire le cœur de l'Iranien. C'est qu'entre une offre d'un Italien, d'un Allemand ou d'un Français, je ne vous cacherai pas que les Français sont beaucoup moins agressifs et opportunistes que les Italiens ou les Allemands, pour prendre que ces deux cas. Ces deux pays, vraiment, ils ont... Alors, on a vu aussi le classement de M. Coulthard tout à l'heure, c'est que la France est en retard, non pas seulement parce que elle est moins compétente que les autres pays, mais en termes de démarchage et en termes d'opportunisme et en termes d'agressivité, le français est beaucoup plus mou et beaucoup moins audacieux que l'allemand et que l'italien, par exemple, ou l'espagnol. Donc, c'est là où je vois pour mes clients,
je ne cesse de leur dire, la seule manière d'arriver à être compétitif comparé à tous ces pays voisins, c'est d'arriver à séduire l'Iranien. Et comment on arrive à... Et là, ils sont beaucoup moins ils ont beaucoup moins d'atouts, les autres. C'est arriver à conquérir le cœur de l'Iranien dans le sens où arriver, parce que l'Iranien a toujours adoré les étrangers. Si vous allez en Iran, je ne sais pas si c'est déjà votre cas, mais vous ne revenez jamais déçu de l'accueil de l'Iranien. C'est-à-dire qu'il vous déroule le tapis rouge. L'Iranien est un peuple très très fier, extrêmement orgueilleux et surtout très indépendant. Il l'a montré pendant ces 10 ans de sanctions, très autonome. Donc pendant 10 ans, il a dit bon, bah, très bien, tout le monde veut nous mettre des sanctions. Bah, ils vont voir que malgré l'aide de l'extérieur, on va quand même s'en sortir, et ils nous l'ont bien montré. Une fois de plus, quand vous êtes en Iran, très sincèrement, le modernisme de ce pays surprend vraiment. Donc c'est là où, et puis du coup, alors tout ça pour vous dire que l'Iranien s'est toujours adapté à l'étranger, et l'étranger s'est jamais adapté à l'Iranien. Et donc si vous faites de votre côté l'effort une fois à votre tour de vous adapter à l'Iranien, que ce ne soit pas toujours l'Iranien qui s'adapte à vous, je pense très sincèrement, pour l'avoir testé, que vous avez 80% de chances de réussite comparé à vos concurrents allemands, italiens et les autres sur ce marché. Et pour ça, en fait, il y a quelques règles à respecter, parce que chaque pays a ses règles, sachant que l'Iranien est quand même est un peuple, comment peut-on être persan, il a vraiment, c'est pas pour rien qu'en passant à s'est posé cette question, c'est que l'Iranien est un individu un peu étrange et difficile à cerner. Pour vous schématiser la chose, c'est un mélange d'un Chinois, d'un Japonais et d'un Corse. Vous mélangez tout ça, ça donne presque un Iranien. Donc vous imaginez la complexité de la psychologie d'un Iranien. Alors, le Corse, pour sa partie fierté, orgueilleux et patriotique, il aime sa terre plus que tout. Il est prêt à donner sa vie pour sa terre. Il est redoutable en affaires comme le Chinois, extrêmement malin dans les affaires. Et comme un Japonais, pourquoi ? Parce que il s'appuie toujours sur les symboles, sur le côté raffiné, le côté vraiment c'est un peuple extrêmement raffiné. Et quand même en termes d'accueil aussi, vous le voyez, il y a des us et coutumes, comme si vous avez l'expérience du Japon, il y a quand même beaucoup de codes à respecter. Et chez les Iraniens aussi, qu'aucun étranger ne respecte. Et c'est toujours à l'Iranien de fermer les yeux et de dire c'est pas grave, c'est un étranger, on l'excuse. Donc si vous arrivez à cerner le profil de l'Iranien et tout la mettre dans la poche, je vous assure que le deal est en très très bonne voie. Donc alors comment se mettre un Iranien dans la poche ? Oui. Ah oui, pardon. Il y a encore 2 autres interventions. Oui. Alors là, vous voyez pas très bien. Alors il y a un visa Cosmopolitan que l'on a créé. Bon, vous le regarderez. Nous avons un site Cosmopolitan-Agency, vous pourrez aller le voir vous-même, comme j'ai peu de temps, je vais passer rapidement. Mais il y a des règles, des us et coutumes vraiment à prendre en considération si vous voulez vraiment avoir l'écoute de l'Iranien qui, une fois de plus, hier a reçu le Hollandais, le lendemain il reçoit le Suisse et aujourd'hui il reçoit le Français. Donc aujourd'hui le marché est vraiment devenu comme ça. Hein. Donc si vous arrivez d'une manière à surprendre l'Iranien, là il tendra plus l'oreille que les autres. Alors là aussi, excusez-moi, hein, tout ça figure sur le site, donc vous pourrez aller le regarder de plus près. Donc, chez Cosmopolitan, on propose un parcours en 10 étapes qui accompagne de la France jusqu'à l'Iran avec 10 étapes en fait pour gagner la confiance de l'Iranien et les convaincre, et puis surtout pour établir des relations durables et avec succès. Donc ces étapes, je vais vous les balayer parce qu'une fois de plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc la première chose à faire, c'est de découvrir l'Iran. Et très souvent, là aussi, j'ai voyagé avec 135 grandes entreprises et 2 ministres français au mois de septembre dernier, et je me suis rendu compte à quel point il y avait une méconnaissance totale de ce pays, une fois de plus, à juste titre. Hein. Mais il faut vraiment prendre le temps de découvrir ce que c'est que l'Iran, et à commencer par 3-4 villes indispensables pour voir un petit peu, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on prend le pouls du pays avant même d'aller voir le businessman ou votre partenaire ou l'influenceur en Iran. Il faut un peu quand même connaître les pays et puis les fondamentaux. Et là, il y a 3-4 visites de villes incontournables. En plus, vous y prendrez beaucoup de plaisir. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable, mais qui sont vraiment essentielles aussi dans les parties négociations.
Identifier les opportunités, effectivement, là aussi, il faut suivre, faut suivre l'actualité de l'Iran, de voir tout ce qui se dit. Et c'est là où, à chaque fois, chez nous, on fait toute une partie veille sur l'Iran, qui est sectorielle, qui informe au jour le jour de tout ce qui s'y passe, pour aller voir un petit peu toutes les opportunités de ce marché. Se positionner au bon moment, là aussi, en termes d'actualité, savoir ce qui se passe au cœur du pays, pour pouvoir à chaque fois aller voir les influenceurs sur place, et puis surtout avoir le bon discours le plus adapté pour percer sur ce marché. Réussir son lancement, effectivement, le cabinet Vasco avait mentionné tous ces aspects-là, c'est trouver le bon partenaire et bien les former. C'est une chose essentielle, hein, c'est qu'on ne part pas en Iran la fleur en fusil tout seul. Il faut toujours trouver sur place des mécènes, des personnes qui vous entourent et qui vous accompagnent, parce que, ou alors, même quand on s'implante, un partenaire local est vraiment indispensable. Tisser les relations fortes des liens forts avec les partenaires, parce que là aussi, c'est quand on va là-bas, l'Iran est à la fois 3 fois la France en termes de superficie, mais à la fois tout petit, tout se sait. Donc, si on a à chaque fois des personnes qui vous recommandent ou qui vous parrainent, vous avez beaucoup plus de chances, une fois de plus, d'être bien identifié et atteindre vos objectifs. Éviter les maladresses. Alors, il y a tout un écosystème aussi dans chaque secteur à bichonner, comme on dit. C'est indispensable. C'est que non seulement le bon partenaire est très important, mais il y a tout l'écosystème qui tourne autour de ce partenaire qu'il faut côtoyer, qu'il faut rencontrer, qu'il faut rassurer. Et si cet écosystème également vous accorde sa confiance, là, vraiment, vous pouvez vous dire que vous allez pouvoir rester très longtemps et puis surtout réussir avec succès votre implantation en Iran. S'intégrer, apprendre. Alors voilà, c'est les règles d'or, c'est comment se mettre l'Iranien dans la poche. C'est par exemple, pour vous, je sais que il me reste très peu de temps, mais il y a le Ta'aruf par exemple. Le Ta'aruf, c'est quelque chose, c'est un peu, il y a ça chez les Japonais, chez les Chinois aussi. C'est à chaque fois, il faut dire 3 fois la même chose. Il faut dire 3 fois merci, 3 fois non. Et puis il faut jamais dire oui. Enfin, moi, je m'arrête à 3, hein, parce que sinon, l'Iranien devient de plus en plus pressé, il a de moins en moins de temps aussi. Donc, ou sinon, après, il risque de vous trouver obséquieux, et puis ça va l'énerver aussi. Donc, il faut trouver vraiment le bon ton. Mais bon, déjà, commencer par 3 fois, ça sera déjà bien. Et surtout, quand vous arrivez en Iran, il faut arriver avec des cadeaux. C'est très important. Alors moi, à chaque fois, quand je dis ça aux entreprises, ils me disent « Mais attends, il n'y a pas de pot de vin. Chez nous, dans notre politique de la maison, ça ne marche pas comme ça. » Je dis « Mais écoutez, la politique, je sais très bien que ça ne marche pas comme ça. Mais en amenant un cadeau à un Iranien, vous n'êtes pas en train de l'acheter. C'est une manière de dire à quel point vous êtes heureux d'être chez lui et que pour ça, vous avez pensé à lui même avant de venir chez lui, que vous avez, c'est un signe de bienvenue et de remerciement. C'est pas je te offre un cadeau et en contrepartie c'est parce que je veux t'acheter. C'est pas du tout cette même signification que ici on a l'impression que si on offre un cadeau ici donc on offre un cadeau. Vous verrez tout ça dans le visa Cosmopolitan, tout est bien décrit et si vous avez d'autres questions, nous organisons des formations de coaching dans les entreprises, donc là n'hésitez pas à travers le site et si vous en voulez plus à faire appel à notre savoir-faire. Partager les ambitions. Alors, pour aller en Iran, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Là aussi, hein, non seulement il faut arriver à mettre l'Iranien dans sa poche, mais le deal, s'il faut que ça marche, si c'est gagnant-gagnant. Parce que l'Iranien dit, moi, je veux bien ouvrir mon marché de 80 millions de consommateurs à toi, entreprise, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu me donnes ? D'accord ? Donc c'est vraiment, si vous allez en Iran, c'est la première chose, même si vous ne le dites pas, c'est le raisonnement est là-dessus. C'est très bien. Et en fait, ce que souhaitent les Iraniens, ils veulent devenir le hub du Moyen-Orient et aussi ils veulent délocaliser. Ils veulent que vous délocalisiez votre production en Iran. Et là aussi, il y a une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, des usines extrêmement modernes et capables d'endosser la production de toutes
type de secteur, que ce soit le luxe, la pharmaceutique, les plus techniques aux plus luxueux. Ils ont un savoir-faire vraiment, hein, c'est un peuple qualifié, très jeune et qui ont surtout envie de travailler. Donc, et puis surtout une main-d'œuvre très 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 peu chère. Le RMI en Iran, c'est 300 €. Donc, donc c'est très 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 avantageux à tout point de vue de délocaliser en Iran, et très souvent c'est ce qu'ils vont vous demander, les Iraniens. Donc parce que la Chine aujourd'hui, ça commence, le marché se réduit de plus en plus, donc on délocalise de moins en moins, on va plus vers le Vietnam ou la Corée ou je ne sais où, mais l'Iran aujourd'hui a un vrai potentiel pour pouvoir accueillir la production, la fabrication des produits, et surtout au niveau de la distribution. Non seulement il vous promet de distribuer à son marché local de 80 millions de personnes, mais en plus sur tout le Moyen-Orient jusqu'en Afrique. Donc vous imaginez le potentiel. Donc je ne sais pas si parmi les entreprises aujourd'hui présentes ce matin, s'il y a des personnes qui sont des fabricants de matériaux, de je ne sais quoi, mais en tout cas, vraiment, il faut saisir cette opportunité, ou même si vous n'êtes pas fabricant ou producteur, mais en tout cas, il faut que ça soit gagnant-gagnant, partage d'expérience, partage de technologie, et pour ça, du coup, après, si vous acceptez toutes ces conditions, que vous avez à mettre l'Iranien dans la poche, je pense que vous aurez un très grand succès en Iran. En tout cas, votre entreprise ne peut que se féliciter d'avoir fait ce choix. Et puis s'engager, n'oubliez pas, effectivement, là, le cabinet Vasco saura très bien faire ça pour vous. Surtout, se contracter, toujours des contrats avec l'Iranien, parce que l'Iranien, là aussi, il va dans l'affect également, et puis on devient tous très amis, on se fait confiance, mais toujours tout bien verrouillé avec des contrats, et officialiser tout ça avec les bons documents. Et puis, une fois que vous aurez appliqué tout ça, je pense que là, le tapis rouge vous sera dressé pour l'Iran. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Zara, pour cet exposé très intéressant. Nous avons pris beaucoup de retard, mais ça valait le coup. Je donne tout de suite la parole à Nigel. Oui, c'est toujours intéressant pour un franco-britannique de passer derrière un irano-française. Surtout quand je vais essayer de vous parler d'une manière assez pragmatique de ma perception du management sur le tas. Donc les aspects un peu culturels du management, un retour d'expérience. Voilà, donc je vais essayer d'aller plus rapidement que prévu, parce qu'on a peu de temps, mais vous avez vu cette carte avant, je le reprojette parce que l'Iran est vraiment un carrefour entre l'Est et l'Ouest, entre le monde arabe et l'Asie centrale, entre le monde pakistano-indien et l'Europe. C'est une île, et donc ça aussi. Donc, pour une île, j'évoque ça parce que l'Iran n'a rien de commun avec ses voisins arabes du sud et de l'ouest, ni avec les Turcs. Il y a un nationalisme iranien important. Donc, excusez-moi de le dire aussi franchement, mais le plus grand gaffe qu'il ne faut jamais faire, c'est de traiter un Iranien d'arabe. D'accord? Ne le faites jamais, et n'essayez pas de commencer une conversation avec les quelques mots d'arabe que vous connaissez, parce que vous allez mettre tout le monde. Voilà. Plus raciste qu'un Iranien, je n'ai jamais rencontré. Et plus généreux qu'un Iranien, non plus. C'est d'une générosité, mais ils sont très très fiers. Voilà. Donc, donc il y a des banalités. Et ça va revenir, mais je pense que ça mérite d'être dit. Il n'y a pas de raccourci spécifique en Iran, c'est comme des affaires partout. Donc, utilisez la méthodologie que vous avez partout. Il faut un travail sérieux. Comme on a dit, il n'y a pas d'obligation d'avoir un sponsor, et on peut détenir une société à 100%.
J'ai dit 99,9 parce que souvent, il faut au moins un actionnaire iranien ou un actionnaire local et pas uniquement celui qui le détient en Europe. Si vous choisissez cela. Donc là, c'est encore une banalité. Le choix des partenaires locaux est primordial. Ce qui n'est pas banal en Iran. Bon, ce que vous allez être obligé, dans le cas de gros projets, un transfert de technologie va être obligatoire. Donc ça dépend donc à quel niveau vous y allez. Vous démarrez ou est-ce que vous avez un grand projet d'infrastructure. C'était une exigence avant les sanctions, dans les années 2000. Maintenant, ça va devenir primordial. Et si vous êtes simplement si vous utilisez un distributeur ou un sous-traitant industriel, le choix est important, mais pas pour les mêmes raisons que vous pouviez imaginer dans les pays voisins. Je pense qu'il faut éviter un partenaire qui est trop politique. Parce que les appartenances et je dirais, les factions politiques et les jeux politiques en Iran, c'est un peu comme les chaises musicales. Ça change au moins tous les 4 ans, avec des élections. Et il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un bon entente politique ou un partenaire qui comprenne la situation. Mais avant tout, je pense qu'il faut privilégier la compétence technique, industrielle et commerciale. Parce que cela est plus pérenne que je dirais, un contact politique. J'espère que c'est clair. Je vois des visages me regarder bizarrement. Là, je risque de faire... Oui. S'entourer de bons conseils indépendants et prudence. Je ne dis pas qu'il faut éviter des Iraniens expatriés, mais prudence. Je pense qu'il peut être une source importante, il peut être très utile, mais il ne faut pas confier à 100% un Iranien expatrié. C'est la petite expérience que j'ai eue ayant travaillé plus que 10 ans en Iran. Ils peuvent être un intermédiaire important, mais il faut être sur le dos. Voilà. Il faut prendre les décisions soi-même. Il y a un vivier local dynamique de très bon niveau. Tout le monde, donc, on sait qu'il y a un système éducatif important en Iran. Il y a presque 4 millions d'étudiants. Par contre, comme je vous ai dit et comme beaucoup d'observateurs ont constaté, il n'y a pas de véritable formation pratique. Donc, on a intérêt de les embaucher jeunes avant qu'ils soient déformés par le système public iranien. Ou corrompu, ça veut dire, et puis de former aux pratiques de l'entreprise dès le plus jeune âge. D'accord ? Supervision, mentoring, donc, sont essentiels. Revenons donc sur la question des ressources humaines, des opportunités, donc, de très bonne qualité. L'Iran est le pays au monde avec le plus grand nombre de femmes ingénieurs diplômées, en chiffre absolu, pas en pourcentage rapporté à la population, plus que la Chine, plus que les États-Unis. Je me souviens être dans un centre de, comment dirais-je, dans un grand groupe d'ingénierie offshore, dans une salle aussi grande qu'ici, avec des postes de conception de COA et COA, et la quasi-totalité des ingénieurs derrière les écrans, c'était des femmes. Une façon donc de faire la conception assistée par ordinateur et la production assistée par ordinateur. Il manque d'expérience, surtout depuis les 10 ans de sanctions, mais ils sont très ouverts et très, très réceptifs. Donc, les défis, c'est qu'il y a vraiment un manque une tradition, une problématique de tradition décrite. Même avec hier, avec un de mes associés, un de mes correspondants en Iran, j'étais obligé de m'agenouiller, de dire voilà, je veux ça écrit, s'il vous plaît. C'est quelque chose, donc il faut simplement induire les gens dans l'entreprise. C'est un petit défi, mais qui est tout à fait surmontable.
Comme je dis ici, il faut contrôler également. Un autre aspect, c'est que les jeunes Iraniens sont peu familiers avec la culture fidélité et valeur d'entreprise. Mais une fois qu'on les introduit à cela, pas de problème, mais il faut contrôler, il faut donc continuer tout au long de la vie dans l'entreprise à les reformer, les rappeler là-dessus. Et donc, les informer des obligations, aussi bien dans le domaine de la gouvernance, de l'audit, des procédures, évaluation, l'auto-évaluation en fin d'année, inconnue. Je me souviens que le directeur financier devait faire une auto-évaluation du chauffeur, même expliquer au chauffeur qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais au bout de 3 tentatives, ça a marché, parfait. Donc les gens apprennent. Mais il y a donc des points d'attente. Embaucher jeunes et contrôler régulièrement. Pour conclure, peut-être les négociations, je vais vite, si vous souhaitez que je vous parle un petit peu de négociations. Choisir le bon projet parce que sur chaque projet, vous allez trouver des partenaires qui sont là uniquement pour faire joli, et le bon partenaire. Je ne reviens pas dessus. Là, véritablement, 80% des cas, la véritable négociation commence après la signature du contrat. Donc, laissez assez de marge pour pouvoir gérer ça. Pour les biens d'équipement, transfert de technologie. Donc, prévoyez ça avant votre négociation. Ne soyez pas surpris par cela. On revient sur le win-win. Je ne peux pas ne pas dire quelque chose là-dessus. Le gagnant-gagnant. Je me souviens, on m'a demandé de venir dans une négociation difficile, où des business units, les négociations bloquées entre un des business units et le client iranien. Et j'essaie de les expliquer que, voilà, il faut que ça soit un accord gagnant des deux côtés. Et les Iraniens m'ont regardé, c'est du ministère de l'Industrie, je me souviens, m'ont regardé comme s'ils disaient, mais si vous n'avez pas perdu, nous, on n'a pas gagné. C'est un concept qu'il faut également, un certain apprentissage, surtout vis-à-vis du middle management venu des provinces. Voilà. Donc, définir ses objectifs et ses limites avant chaque négociation. Éviter d'impliquer, si possible, les négociateurs venus du Golfe. Le Golfe, l'Iran a une population qui est 2 fois plus que toutes les pays de l'autre rive du Golfe, que ce soit Oman, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn. Donc, ils n'apprécient pas d'être traités un petit peu comme un succursale du Golfe. D'accord. En conclusion, allouer des ressources adéquates. Combien de fois j'ai pris davantage de temps à négocier avec mes collègues en Europe qu'avec les Iraniens. Pour les Iraniens, ils dédient 100% de leur temps, alors que pour nous, souvent, c'est une affaire parmi d'autres. Donc, ils paraissent décontractés, mais réellement, ils sont tenaces. Et pour conclure sur ce qu'on a dit plusieurs intervenants sur la France, et souvent on pense que peut-être il y a un cas particulier à jouer parce qu'on est français, l'Iran a soif de tout ce qui est occidental. Ça, c'est sûr. Et la chose la plus importante, c'est le prix, la qualité et la technologie. Donc, il ne faut pas se dire, parce qu'on est français ou parce qu'on est italien. Il y a peut-être un petit faible pour les États-Unis, parce qu'ils ont été pendant 37 ans séparés des États-Unis. Donc, tout ce qui est étranger est plus joli, bien sûr. Voilà. Et se méfier, c'est peut-être un peu fort de dire. Les Iraniens sont réellement les
les flatteurs inégalés, liés à la générosité également, le taraf dont vous avez parlé. Prenez plaisir, mais soyez pas dupes. D'accord? C'est une politesse, mais derrière, je me souviens, on a essayé de... Non, ne payez pas pour cette boîte de thé. Ce n'est pas digne de vous. Et après 20 minutes de négociation, il m'a fait payer 2 fois le prix. Donc, vous allez retrouver ça dans les affaires aussi. Donc, voilà, d'une grande générosité, d'une grande gentillesse, mais soyez pas dupes. Voilà. C'était bon dans le temps? Oui, c'était bon. Merci beaucoup d'avoir rattrapé le temps perdu et nous allons donner la parole à Monsieur Tristan Côté qui nous excusera du léger retard. Je vous mets en place votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai le privilège de passer en dernier, ce qui fait que normalement j'aurais dû finir avant d'avoir commencé. Donc nous allons parler en particulier, faire un petit zoom sur la levée des sanctions, qui est une réalité diplomatique, mais qui reste pour l'instant une fiction bancaire. Alors je voudrais tout de suite lever une petite rumeur. Est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle? Bon, si c'est le cas, vous pouvez rester quand même. Nous allons donc avancer dans cette présentation. J'ai essayé d'être le plus opérationnel possible. Je me présente rapidement. Donc, je suis directeur du développement du groupe Salveo Audit. On est le leader européen en intelligence économique et en appui à l'international. On existe depuis 25 ans. On a été un groupe détenu par l'État français jusqu'en 2011, privatisé depuis. Avançons. Alors oui, la réalité bancaire, ça commence tout de suite très mal parce que pour réserver votre hôtel, payer vos taxis, payer un restaurant ou retirer du cash en Iran, c'est juste pas possible. Il n'y a aucune carte de crédit ne fonctionne. Donc la seule solution, c'est de partir les poches bien pleines de bons billets d'euros et de les distribuer tout autour. Faites aussi attention en les changeant. Il y a des arnaques courantes pour les hommes d'affaires qui arrivent et qui veulent changer un peu trop vite leur argent. Donc voilà, tout simplement, gardez ça en tête, pas de carte de crédit et ça risque de durer un tout petit peu. Je reviendrai sur ce point-là. Il y a certains partenaires, il faut que ce soit des partenaires de confiance qui peuvent se substituer à vous pour gérer toutes ces dépenses, je dirais, de petite conciergerie dans vos déplacements d'affaires en Iran. Même si officiellement, retour dans SWIFT, aucune banque française, je dis bien aucune banque française, des grandes banques qu'on connaît, celles dont vous avez vu les logos au début de ma présentation, aujourd'hui n'acceptent la moindre transaction avec l'Iran. Et comme le disait Nigel, et je vais tout à fait dans son sens, n'espérez pas une embellie trop rapide de la part des banques françaises. Les Anglais ont pour coutume de dire qu'un banquier est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau. Eh bien, ça va se vérifier. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez besoin de rentrer sur le marché iranien, ils ne seront pas forcément là. Vous parlez des banques françaises. Je parle des banques françaises, ouais. Je parle des grandes banques françaises chez qui on est tous clients des grandes banques françaises. Enfin, très peu de gens, des micro-banques, enfin, c'est rarissime, des petites banques d'affaires ou des petites banques privées. Pourquoi ce décalage? Alors, c'est un sujet qui a déjà été abordé, je vais aller très vite. Oui, il y a un décalage entre la levée des sanctions américaines et la levée des sanctions en Europe. Les listes de personnes blacklistées ne sont pas les mêmes. Grosso modo, sur toutes les transactions, même les transactions de petites sociétés françaises, l'OFAC et l'administration américaine a un œil super vigilant. Ne croyez pas que parce que vous ne faites jamais de business en Iran, l'oncle Sam ne regarde pas. On est en plein soft power américain. Ils sont vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe sur ce pays-là. Je ne veux pas faire de paranoïa, mais c'est une réalité. Donc, de ce fait-là, aucun des grands groupes français qui a des licences de banque, qui a des licences à Wall Street, ne peut se permettre quoi que ce soit en Iran. Donc, n'attendez pas que ça change trop vite. Alors, c'est vrai, il y a les échéances des élections américaines, basculement, pas basculement.
Est-ce que les Républicains, s'ils reviennent au pouvoir, remettront des sanctions? On n'en sait trop rien. Le pétrole n'a plus la même importance qu'avant. Honnêtement, je ne ferai pas de pronostic. Je pense qu'il faut... Et puis, on n'est pas là pour ça non plus. Soyez pragmatiques, adaptez-vous en fonction de la situation. Mais voilà, soyez prudents. Si vous avez des intérêts aux États-Unis, je parle avec l'un d'entre vous, qui est pour une société qui a une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a des intérêts aux États-Unis, qui travaillent en Iran avant les sanctions, ils ont eu des pressions pour ne pas continuer pendant les sanctions. Donc même des PME françaises sont sujettes. Donc il y a un certain, comme le disait très bien donc, le cabinet Vasco, il y a un certain nombre de procédures à suivre. Est-ce qu'il y a des solutions bancaires? Alors oui, Nigel l'a dit, il y a on peut passer par des petites banques, celles qui n'ont pas d'intérêt ni aux USA ni au Royaume-Uni, parce que les Royaumes-Uni aussi ont une loi extraterritoriale et il faut y faire attention. Alors, est-ce que, par exemple, ouvrir un compte dans une banque, il y a à Paris, rue de la Paix, certaines banques iraniennes, est-ce que ça règle le problème? Eh bien non, parce que pour les transferts d'argent, ces banques iraniennes ont besoin de passer par des chambres de compensation, comme tout le monde. Donc, ces chambres de compensation sont détenues par les majors bancaires internationaux. Donc, ça ne passe pas. Il n'y a que peu de solutions. La plus grosse partie du business entre l'Iran et l'Europe occidentale s'est fait au travers soit de Dubaï, soit de l'Asie et notamment Singapour, avec des frottements extrêmement importants sur le montant des transactions, de 7 à 15%. Pour ceux qui ont fait du business là-bas, ça ne se voit pas forcément, mais c'est souvent votre client iranien qui porte ou qui a porté ce type de frottement. Alors, avant de démarrer une opération commerciale, je recommande vivement à tous et à toutes de faire une procédure très simple vis-à-vis du Quai d'Orsay et vis-à-vis de la Direction générale du Trésor pour dire ce qu'on va faire. Normalement, il n'y a que les biens à double usage qui sont soumis à ce type de procédure. Néanmoins, qu'est-ce que c'est qu'un bien à double usage? Un train peut en cacher un autre, c'est pas très long, ça va rapidement. Et après, une fois que vous avez obtenu votre autorisation auprès de la DGT et du Quai d'Orsay, si vous avez des intérêts aux États-Unis ou s'il y avait du personnel américain, eh bien faites vérifier, apportez votre autorisation européenne auprès de l'OFAC, faites-le faire soit par un cabinet d'avocats, soit il y a plein de gens qui le proposent, on le propose également, mais je vous conseille de faire valider ça. Évidemment, ça a un certain coût, mais le jeu en vaut la chandelle. Certains grands groupes français dans l'énergie ont des personnels en prison aux États-Unis. Donc ça plaisante plus du tout, c'est plus quelque chose qui se négocie. Aujourd'hui, c'est des peines de prison. Encore une fois, je vous engage à être prudent. C'est un pays qui est absolument dans le viseur. Je ne vais pas revenir sur ce que Nigel a présenté avec brio avant, mais grosso modo, Rouhani tient sa monnaie, l'inflation est contenue. On va attendre des tensions inflationnistes parce qu'il y a des fonds iraniens qui étaient bloqués qui vont être rapatriés pour tout ou partie. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'inflation. Pour info, le taux de l'emprunt local en rial, c'est environ 24%. Donc le crédit local est difficile. Le taux de change, je pense que tout a été dit là-dessus. La monnaie a été fortement dévaluée, on le voit sur le graphique du bas. Bon, la devise va être rare en Iran parce que l'Iran, compte tenu de son voisinage, va très certainement acheter massivement des armes. Ça va être une des priorités. On est quand même dans un régime qui, bien que ravi de s'ouvrir, a des volontés de rayonner, comme c'était dit, avec beaucoup de justesse, régionalement, à la fois au sud et au nord, à la fois vers la péninsule arabique et l'Asie centrale. Et une politique de puissance, ça passe par des armes. Donc ils en fabriquent, mais ils vont également en acheter, donc ça va pomper de la devise disponible. Chose importante, depuis la levée des sanctions, si vous êtes si vous avez des projets d'infrastructure,
Si vous construisez, je ne sais pas, des parcs photovoltaïques, ou vous voulez faire des champs d'éoliennes, ou si vous voulez construire des incinérateurs, des choses comme ça. Ces projets d'infrastructure, avant, les Iraniens vous donnaient de l'argent, vous pouvez vous prêter de l'argent localement pour les développer. Depuis Implementation Day, c'est-à-dire depuis janvier, l'ambiance a un peu changé. Les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Allemands commencent à arriver avec du cash. Donc il faut réfléchir à des montages financiers. Il faut trouver un partenaire bancaire local. Vous pouvez faire des syndicats de banques avec des banques iraniennes, à condition de choisir les bonnes. Elles ne sont pas toutes bonnes, Nigel l'a souligné, mais on peut syndiquer des banques pour faire du projet d'infrastructure. Bon, c'est des sujets, ça nécessite d'être travaillé en amont, mais aujourd'hui, ne pensez pas que le Fonds iranien de développement, par exemple, financera 100% d'un projet d'infrastructure. Il faut trouver le moyen de faire venir de la devise extérieure, pas forcément française ou européenne, mais enfin, il faut essayer de trouver des modes de financement. Il y en a. C'est aussi un peu notre job. Ma recommandation, donc, très simple. Hein. Nigel disait 3 ans, je crois, à peu près, pour espérer une levée des sanctions bancaires. Non, ce ne sont pas des sanctions bancaires. Je pense que c'est le retour des grandes banques. Voilà, le retour des grandes banques ou le fonctionnement à la normale. En même temps, tout le monde se précipite en Iran. C'est le Ibiza des affaires. Enfin, tous les hôtels là-bas, c'est incroyable, quoi. C'est beau. Et donc, tout le monde prospecte, tout le monde cherche à prendre des positions. Donc, il n'est pas possible d'attendre que les banques soient dans un fonctionnement normal. Vous êtes obligé d'y aller. Donc, il y a un peu ce problème à régler. Donc, il existe aujourd'hui des circuits de financement. Je ne recommande pas forcément Dubaï. L'Asie, c'est peut-être un petit peu plus sûr. Mais il existe quand même en Europe des solutions de financement qui existent par certaines petites banques françaises très peu, italiennes, belges, ça a été évoqué. Alors, pour rester à peu près dans le timing, le groupe Adit Salveo a ouvert le Centre français des affaires de Téhéran, où justement on essaie d'apporter des réponses à ça, de la conciergerie d'affaires, tout simplement allez vous chercher à l'aéroport parce que l'anglais par le chauffeur de taxi est plus qu'improbable. Vous donnez un nom d'hôtel qui ne va peut-être pas forcément être compris, donc tout ça se prépare un tout petit peu. Vous ne partez pas faire de l'export en Belgique, c'est un pays quand même qui reste complexe. Choisir des conseils, ça a été évoqué. Il y a foule de conseils d'Iraniens qui font partie de la diaspora, qui sont en train de revenir vers leur pays, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais en revanche, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont un peu déracinés, ils ne connaissent plus très très bien les habitudes de leur pays. Donc là, encore une fois, et ça a été dit, faites attention à vos conseillers, faites attention à vos intermédiaires et faites-les valider. Faites faire des études d'honorabilité, faites faire des due diligence sur vos partenaires. C'est un monde extrêmement compliqué, ce sont des gens d'une intelligence aiguë, d'un raffinement absolu, ça a été dit aussi, et c'est parfois assez compliqué de repérer le vrai du faux ou du sûrement et du peut-être. Voilà, il y a d'excellents conseils juridiques. Ne passez pas forcément par des immenses cabinets. Il y a des grandes compétences et en plus, les grands cabinets internationaux, quand vous avez un problème fiscal en Iran, ne sont pas forcément bien vus, mais vous trouvez un bon fiscaliste, un bon prof de fac à Téhéran qui est reconnu par les services fiscaux. Il faut faire du local, ça a été dit également, mais j'appuie beaucoup là-dessus. Voilà, donc en un mot comme un mille, préparez bien, ça nécessite du boulot en amont, l'Iran. Aller chercher des autorisations, ça prend pas trop de temps ni trop d'argent, mais il faut absolument faire. Enfin, je vous recommande de le faire. Et mettez en place votre circuit bancaire le plus tôt possible parce que vous serez en position de force avec vos interlocuteurs. Si vous maîtrisez le circuit de rapatriement de l'argent, parce que j'imagine que votre ambition n'est pas de devenir milliardaire en rial, c'est de ramener des euros quand même, préparez ça à l'avance, vous serez en position de force vis-à-vis de vos interlocuteurs. Préparez également la logistique. L'Iran est un pays bien desservi, notamment par la route. Ça pose pas de problème, mais préparez tout ça avant de partir. Vous n'en serez que plus intelligent et que plus performant dans votre négociation. Et la négociation, je ne vais pas revenir dessus, elle sera longue, agréable et extrêmement compliquée.
Voilà, donc je vous souhaite à tous d'excellentes affaires en Iran. Ne tardez pas à y aller, c'est le moment, mais ayez vraiment conscience des difficultés qui sont caractéristiques et inhérentes à ce marché. Merci beaucoup.